lundi 18 juillet 2022. Nous avons suivi Luc Michel au cours de la première partie. Toutes les excuses pour Dacier Davidounte qui n'a pas pu être là et d'ailleurs aussi Lina Larbaoui. On prend dans la route pour cette seconde partie et je le disais tantôt, c'est la même interrogation et nous allons donc prendre Padi Assanga qui est camerounais, qui est en Allemagne à Hambourg. Alors Padi Assanga, Emmanuel Macron au Cameroun, c'est dans pratiquement quelques jours, ce sera le 25-26 juillet prochain. Qu'est-ce que vous inspire cette visite d'entrée de jeu, Padi Assanga? Hubert, bonjour et bonsoir à tous vos téléspectateurs. J'espère que vous m'entendez, que vous m'écoutez. Hubert. Padi Assanga, vous avez saisi la question. Allons-y droit au but sur la question. Que vous inspire la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun? Vous savez, la France, sur Emmanuel Macron, a perdu la mainmise sur ce précaré et il est question de renégocier des pays que la France estime ne pas être hostiles jusqu'à présent. Vous savez que le Cameroun, c'est le bastion dans l'Afrique centrale, c'est le bastion de la CEMAC, c'est le bastion du golfe de Guinée. Alors, vous avez constaté que le Tchad, la Centrafrique, et puis à l'Afrique de l'Ouest, la France est en train de perdre la main. Et Emmanuel Macron va se retrouver au Cameroun, comme dans bien d'autres pays en Afrique, pour essayer de sauver la face de la France, parce que la France est dépendante de l'Afrique. Donc, c'est une visite qui était, pour moi, en termes géoéconomiques et géopolitiques, est très, très important pour la France, mais pour les Africains. Ce n'est plus le temps où les présidents africains couraient aller à la France, mais aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, c'est le garçon blanc, c'est lui qui vient en Afrique pour essayer de sauver ce qui reste à sauver entre les contrats gagnant-gagnant qui régit le Cameroun et la France. Et vous vous rappelez que Macron va venir parler à le meilleur élève de la France, qui est le Jacobin d'Étudie. Donc, ce n'est pas étrange pour moi que Macron se retrouve en Afrique ou bien au Cameroun à l'instant, parce que la France est en train de perdre tous ses précarés. Et puis, je ne suis pas dans le secret de Dieu ou bien dans le secret polichinelle pour savoir ce que Macron va venir parler avec M. Biya, qui est le meilleur élève, et c'est M. Biya qui lui a dit même. Donc, pour moi, ce n'est pas étrange. Mais il y a des choses que nous connaissons, nous qui vivons ici à la diaspora, que la succession au Cameroun, c'est très très évident. Nous allons en dernière ligne droite, nous sommes à la dernière ligne droite de la Troisième République, où il faut maintenir ces partenariats et puis savoir comment on va traiter. Ce n'est plus l'époque où les Africains prenaient les injonctions à la France ou bien de la France, mais les Africains se sont levés et la jeunesse africaine, la diaspora africaine, en train de dénoncer la politique france-africaine. Vous savez que il y a aussi un opposant camerounais qui s'est retrouvé au Quai d'Orsay avec sa femme qui est ministre plénipotentiaire chargée des relations avec l'Union européenne, qui s'est retrouvé en France en voulant négocier avec la France pour dire que il était l'alternative crédible parce que lui, il voulait hériter du système que la France imposait au Cameroun. Mais, sauf que les socialistes, à l'occurrence Mélenchon, a dit que non. Lui, il n'avait pas Cursus parce que
la diplomatie française ou bien le Parlement français a voulu le recevoir. Mais il y a des parlementaires qui ont dit que non. Quand on veut parler, on parle avec les gens qui sont des parlementaires, on parle avec les gens qui sont des élus, et cette supercherie n'a pas eu lieu. Vous avez aussi constaté que il y a de cela quelques mois, Jean-Michel Ninche était en France. Il a été reçu par le secrétaire particulier de Mélenchon, et ça a été confirmé que la France avait tout intérêt. Vous savez qui est Jean-Michel Ninche? C'est un député socialiste du SDF. Il a réitéré à la France que non, effectivement, ce que vous faites, c'est la supercherie, et nous sommes les élus du peuple, et nous vous invitons de venir au Cameroun et écouter le peuple camerounais, et nous ne voulons plus venir vous dire ce que vous pensez, mais nous avons écouté le peuple camerounais et vous dites exactement qu'on doit désormais agir en termes diplomatiques, en termes économiques, en termes géostratégiques, aussi pour voir les accords qu'on avait signés depuis des années 1960. C'est dans cette configuration où nous sommes aujourd'hui, où la France, Emmanuel Macron, est trouvé de haut mur interne ici en Europe. Emmanuel Macron a été hué pendant la fête du 14 juillet. Il a été hué, et vous savez que Emmanuel Macron a des difficultés pour gouverner parce que l'opposition a une majorité à l'Assemblée, et ils sont en train de vouloir voir comment Macron va pouvoir négocier pour gouverner. Mais la question Afrique est au centre, parce que sans les 14 pays précarés français, la France est morte, la France n'est plus impuissante. Et c'est pour cette raison que nous retrouvons Emmanuel Macron au Cameroun. Monsieur Hilbert Toundé, je suis à vos écoutes. Oui, vous venez de citer deux indicateurs. Premier indicateur, vous êtes en train de nous faire savoir que la première tentative de celui que vous appelez le jacobin de Santa Barbara, c'est-à-dire, il faut le nommer ici, parce qu'il est même dans l'agenda de cette visite, à savoir Maurice Kamto, avait échoué. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas représentatif du peuple en légitimité et en légalité. Alors, comment vous expliquez cela, Patia Sanga, que au cours de cette visite, Maurice Kamto, qui n'est ni donc dans un parlement, ni dans une assemblée, se retrouve à la réception, c'est-à-dire sera reçu donc par Emmanuel Macron. Comment vous expliquez cela? Et je dois joindre la seconde dimension de cette question, c'est que le chairman John Fundi du SDF figure donc aussi au panel de la rencontre avec Emmanuel Macron. Vous savez que dans des termes diplomatie, les gens, il y a des négociations et il y a des non-dits. Et vous allez comprendre aussi que la justice française est parrainée, et celui qui est la chef de la justice française, c'est l'avocat de Maurice Kamto, c'est l'ami de Maurice Kamto. Ils sont les amis dans un cabinet en France, où ils ont des deals, et vous pouvez comprendre que Dupond-Moretti, Emmanuel Foucault, c'est le Foucault de Macron. C'est lui qui est monsieur chargé d'Afrique. C'est pour ça qu'il était en mission pour négocier la libération de Maurice Kamto. Et Emmanuel Macron, vous êtes venu vous dire à Mondo Vision que non, si Monsieur Biya, le jacobin d'Etoudi, ne libérait pas l'épouse de son ministre plénipotentiel, il ne devait pas le recevoir. Il a dit ça il disait que Kamto était son président, alors que Kamto a boycotté, en croyant que le peuple camerounais devait se mettre derrière lui. Mais le peuple camerounais n'a pas pardonné M. Kamto d'avoir les trahi en 2008,
où tout le peuple camerounais était dans la rue pour réclamer et pour dénoncer le fait que M. Biya voulait modifier la constitution, mais M. Maurice Kamto s'est retrouvé à la maison du parti RDPC avec les Col Gobert, les élites de Bafoussam, les Ketia Koutes, les membres du gouvernement et sénateurs RDPC pour soutenir et pour maintenir M. Biya au pouvoir. Mais il a cru qu'en annonçant le boycott, les peuples camerounais devaient les suivre. Mais la France a compris, les anglophones ont compris parce que depuis que la crise anglophone a commencé, Maurice Kamto n'a jamais mis pied dans le nord-ouest et le sud-ouest et il n'y a pas eu d'élection au nord-ouest et le sud-ouest. C'est aussi le travail de certains activistes anglophones comme nous qu'on a passé le temps à envoyer le message. Maurice Kamto ne nous représente pas et si on veut parler des élections de 2018, il est question de les annuler. Parce que chez nous, dans le nord-ouest et le sud-ouest, personne n'a gagné les élections là-bas parce qu'il n'y a pas eu vote, puisque les gens étaient menacés et dans quelques localités où l'armée était présente, on a voté le RDPC et dans quelques localités où l'armée n'était pas présente, il n'y a pas eu complètement vote parce que la population a été intimidée. Et nous, au SDF, nous disons que nous préservons la vie. Ce n'est pas notre suivi qui est très important, mais la suivi de cette population que nous voulons représenter. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il n'y a pas eu les élections, parce que nos militants, on ne les a pas envoyés dans la rue pour aller se faire massacrer, soit par l'armée, soit par les ambazoniens, soit par le groupe des filles Machal, soit par le groupe de Aïe, soit par le groupe de Ayabacho, soit par le groupe de Beneza Akwanga et bien d'autres groupes qui n'ont pas de leader, qui agissent sur leur nom. Vous savez aussi qu'il y a une opinion populaire qui dit que les gens qui sont partis voter ont été déportés de certaines zones et amenés dans des convois pour aller voter dans certaines localités. Vous savez, le même Maurice Kamto dit à ses militants que la politique de boycott n'a jamais payé nulle part. Lui, il a boycotté un peu partout au Cameroun, mais comme nous sommes un parti représentatif, on a quand même eu, malgré ces crises-là, nos représentants, ou bien on a eu le mandat indirect de notre peuple pour être la voix dans la forêt, la voix du peuple, pour donner le pouvoir au peuple. C'est pour ça que dans l'Assemblée nationale, vous avez constaté que le SDF, sur la bannière du SDF, on a créé une dynamique qu'on appelle d'Union pour le changement, qui est en train de prendre corps, M. Hubert Toundé. Je vous écoute. Merci à vous, sauf que vous n'avez pas parlé de votre leader, le chairman Ni John Fundi, qui lui aussi va rencontrer Emmanuel Macron. C'est une rencontre qui est un quartet, mais une tripartite camerounaise, c'est-à-dire 3 figures camerounaises, et donc la figure du Social Democratic Front. Je rappelle déjà que dans cette interview exclusive accordée par Canal Hausa et Média d'Afrique TV au chairman Ni John Fundi, il a dit clairement que lui, il est pour la paix au Cameroun, il est pour les élections, il est pour une succession pacifique, une transition pacifique au Cameroun, et qu'il va œuvrer de toutes ses forces pour que cela advienne. Alors, vous n'avez pas parlé de lui, puisqu'en principe, lui aussi fait partie de cette rencontre, Padia Sanga. Ce sera la dernière avant d'aller à Libreville, rejoindre Privan Gomo, qui est déjà pratiquement avec nous. Oui, Hubert Toundé, la position du SDF et la position du chairman, la position des militants du SDF et la position des activistes pour le One Cameroun de Ndetoumaza, le One Cameroun de Cardinal Toumi, le One Cameroun de Félix Roland Momier, le One Cameroun de Abel Kingé, nous disons que aucun parti du Cameroun n'a serait cédé à quiconque. Et tout pour parler, nous serons là pour écouter et puis pour venir dire au peuple et les donner le cap à tenir. Mais nous sommes à cœur ouvert et vous savez aussi
beaucoup de personnes nous ont vilipendés d'avoir été, ou bien pour avoir cautionné le grand dialogue national, mais c'était quelque chose à faire. Nous ne sommes pas satisfaits et notre grande surprise, M. Biya a annoncé au peuple camerounais qu'il allait rendre compte à Macron. Nous sommes aussi contents que Macron vienne au Cameroun et je pense que le chairman et toute personne qui seront là, qui pensent le One Cameroun dans le cadre du socialisme, dans le cadre du fédéralisme, ils vont poser des questions à Macron et ils vont opposer à la France, comme on voit dans le cas de Mali et la Centrafrique et bien d'autres pays, en train de dire à Macron que le temps est terminé, la récréation est terminée, aucun pays d'Afrique est le précaré français. Et c'est dans cette dynamique-là que nous encourageons le chairman d'aller lui dire ça, parce que c'est lui notre leader. Et on nous vous rappeler que dans les faits d'histoire contemporaine du Cameroun, la France avait tout fait et avait mobilisé tous les moyens pour que Fundi ne puisse pas jouir de son victoire dans le cadre de l'Union pour le changement. Et cette Union pour le changement fait très très peur et je pense que c'est dans cette dynamique que Macron, après envoyer Dupond-Moretti, l'avocat de Maurice Kamto, et ça n'a pas pris moule, on n'a pas pu faire du bonnet blanc bonnet. Lui-même, il se déplace maintenant pour venir au Cameroun et essayer de voir comment il va renégocier. Mais je suis ravi que aujourd'hui, il ne peut pas seulement venir se limiter à étudier et parler aux meilleurs élèves de la France, le Jacobin d'étudier, mais il aura en face de lui le leader charismatique de Chairman Fundi, qui est le leader du SDF, et bien d'autres personnes qui pensent que c'est le fédéralisme, on doit aller on est à la dernière dorsale de la transition politique au Cameroun. J'en ai terminé. Merci, Hubert et Tundi. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On part de Hambourg en Allemagne. On va au Gabon, à Libreville. Président Gormand, vous êtes avec nous. Vous êtes un jet de pierre du Cameroun. Et justement, c'est l'équilibre de l'Afrique centrale dont il est ici question. Alors vous avez certainement suivi des bruits, des dires. Et d'ailleurs, un programme qui circule avec des articulations bien précises. Et cette rencontre tripartite, une rencontre de 4, mais avec 3 parties camerounaises. Alors vous, quelle est la lecture que vous faites de cette visite d'entrée de jeu Privat Ngomon, en rapport même avec le contexte de la politique française actuelle? D'abord, bonsoir à tous. Je m'excuse pour le retard, mais j'avais une petite course familiale à réaliser et j'ai pu le faire. C'est pourquoi je participe maintenant avec vous, avec un petit retard, à cette émission 7 mondes. Alors, pour répondre à votre question, qui est ponctuelle et actuelle, car c'est l'actualité, relever que le contexte dans lequel se fait ou se fera la visite d'Emmanuel Macron pendant 2 jours au Cameroun est quand même relativement complexe. Le contexte est complexe. Il est complexe sur le plan politique. Le Cameroun vit quand même une crise post-électorale. Il est complexe sur le plan économique. Il est question, je crois aussi, de parler du port de Douala. Il est complexe sur le plan sécuritaire, car le Cameroun fait face au terrorisme et puis à des velléités sécessionnistes. Il est complexe sur le plan diplomatique et géopolitique, car le Cameroun de fustiger ou de critiquer la Russie qui a opéré en Ukraine. Et enfin, il y a un contexte moral et historique qui renvoie quand même à tous les crimes que la France officielle a commis au Cameroun et qui n'ont jamais fait l'objet de repentir ou même de repentance ou même de réparation. Voici les différents contextes dans leur trame, dans leurs aspects, que la visite d'Emmanuel Macron va devoir affronter. Alors, je voudrais commencer par le contexte politique, si vous me permettez. Allez-y. Je l'ai dit, en 2018, il y a eu une élection présidentielle
où Kamto a revendiqué la victoire, ensuite il a été embastillé, et puis finalement il est sorti, semble-t-il, parce qu'il y a eu un truchement de la France auprès des autorités camerounaises. Monsieur Kamto, l'affaire est derrière lui, mais il y a néanmoins des prisonniers politiques aujourd'hui, à cause de cette crise post-électorale. Et ces prisonniers demandent simplement à être libérés, car ce ne sont pas des prisonniers de délit commun. Donc, qu'en va dire Macron, lui qui s'oppose en chantre des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays qui sont ceux de son précaré? Que dira-t-il? On l'a vu s'exprimer sur l'opposant André Balani, l'opposant à Poutine. On l'a vu s'exprimer. Va-t-il prendre la parole pour défendre les opposants camerounais qui, naturellement, contestent la légitimité et la politique de Paul Biya? Que dira Emmanuel Macron sur ces questions? C'est un contexte politique. On attend sa position. Quelle mesure? Quand il s'agit d'opposants russes, il prend la parole pour les soutenir, pour critiquer Poutine, son adversaire. Et quand il s'agit de Paul Biya, il ne dit rien sur les opposants. Je suis curieux de savoir ce que dira le président Emmanuel Macron. On a parlé d'une éventuelle réunion que Macron tiendrait avec les opposants. Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Macron vient en demandeur. Il n'est pas en position de force. Et donc, il a dû se plier aux exigences et aux conditions de son hôte. Et on voit mal Paul Biya accepter qu'on le mette sur le même pied d'égalité que ses opposants. Que Macron accorderait une audience à Paul Biya et qu'ensuite il en accorderait à Cabral Libi, à Maurice Kamto ou à John Fondi. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit possible. Car ce n'est pas dans la tradition france-africaine de procéder ainsi. Lorsque Macron est venu au Gabon, pas Macron, lorsque Sarkozy est venu au Gabon juste après la mort du président Omar Bongo en 2009, l'opposition avait souhaité le rencontrer. Il ne l'a pas rencontré. Il a refusé. Parce que ce n'est pas dans les usages france-africains de mettre la marionnette que l'on pilote depuis l'Élysée et puis les opposants. De le faire surtout publiquement. Et aussi autre chose qu'il faut rajouter. C'est qu'il y a quand même une tension politique entre Emmanuel Macron et Paul Biya. On se souvient que Macron avait eu des propos quelque peu déplacés. C'est ainsi que ces propos avaient été jugés par le gouvernement camerounais. Lorsque un activiste vient au salon d'agriculture en février 2020, on disait bien un génocide qui avait des prisonniers politiques. Et que faisait Macron? Macron aurait dit qu'il fera pression sur le président Paul Biya pour que ces atrocités arrêtent, stop, cessent. Le gouvernement camerounais a réagi sans entendre qu'il y avait violation là de souveraineté et que le Cameroun est capable de gérer ses problèmes tout seul. Donc, c'est resté cette situation de frustration. Donc, c'est dans ce contexte-là, politique, que Macron vient au Cameroun. Il n'est pas en position de force et donc il va devoir accepter les exigences, les conditions de son hôte. Voilà pourquoi je doute beaucoup qu'il accorde un entretien aux différents opposants du président camerounais. Sur les aspects économiques, car il faut parler d'économie, la France a des intérêts au Cameroun, comme elle en a au Mali, au Centrafrique, dans son précaré, et il est évident que la France est en perte de vitesse sur certains dossiers. Alors il y a le port de Douala, qui est le plus grand port d'Afrique centrale, qui alimente le Tchad et le Centrafrique, qui, comme vous le savez, sont des pays enclavés. Mais aussi le reste de l'Afrique centrale, car c'est le port le plus important. Ce port donc rapporte beaucoup de milliards. Il était sous convention avec le partenaire Bolloré. Or,
Nous savons aujourd'hui que la compagnie Bolloré a cédé ce port à une autre compagnie italo-suisse, MSC, dont Alexis Kohler, le secrétaire général qui fait partie de la délégation, semble être apparenté avec les différents responsables de cette société. Est-ce que le Cameroun, qui envisage de nationaliser le port de Douala, va finalement le faire? Ou bien vont-ils accepter de céder à nouveau la gestion de ce port à la société MSC, qui est plus proche d'Emmanuel Macron à cause d'Alexis Kohler, qui est un parent des responsables. Quand on sait que Bolloré, lui, est quand même celui qui a financé la campagne d'Éric Zemmour. Donc Bolloré s'est posé en adversaire de Macron. Ce dernier prend peut-être sa revanche en essayant de faire passer la gestion du port de Douala de Bolloré à MSC. C'est donc une question importante. Et souvenons-nous que lorsque François Hollande avait fait une visite au Cameroun, fixé le date en tête, il était question pour le gouvernement camerounais de nationaliser le port de Kribi. Et finalement, après la visite de François Hollande, la convention a été donnée à Bolloré. Est-ce que c'est également ce que veut faire Macron en venant maintenant au Cameroun, au moment où la convention avec Bolloré, si MSC a donné ses acquis, même si Bolloré a donné ses acquis à MSC? C'est donc là une question qui se pose sur le plan économique. Donc, ce voyage porte aussi cette empreinte-là, dans le cadre de ce contexte économique que je viens de soulever. Il y a aussi le contexte sécuritaire. Le Cameroun, on le sait, est la proie au nord des terroristes Boko Haram, qui sont entretenus, on le sait, par le bloc occidental. Nous ne voyons pas la face. Ce bloc occidental, ce sont les États-Unis, la France, l'Union européenne. Dans cette information, le Paul Biya l'a désormais. Donc, il fait face à ces groupes terroristes dans le nord. Groupes terroristes issus d'Al-Qaïda. Il y a également dans la partie nord-ouest et sud-ouest les vérités de sécession des zones anglophones qui estiment être négligées, marginalisées par le pouvoir francophone et qui aimeraient peut-être pas faire sécession sans qu'il y ait une fédération du Cameroun où l'identité anglophone, leur particularité pourrait être respectée. Et donc, comment la question de la sécurité va être réglée? De mon point de vue, Macron ne va pas vraiment aborder cette question car elle n'est pas fondamentale pour lui, surtout qu'il est plutôt mal à l'aise, dans la mesure où, et là j'aborde maintenant l'aspect diplomatique et géopolitique, le Cameroun, dans l'efficacité de son partenariat militaire avec la France, a décidé d'avoir des accords de coopération militaire, de défense et de sécurité avec la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Nous savons tous que ce n'est pas le grand amour entre Vladimir et Emmanuel. Il y a même une rivalité qui maintenant s'exerce même dans la zone francophone qui est traditionnellement le précaré français. Dans cet accord militaire de défense et de sécurité que le Cameroun, de Paul Biya, a signé avec la Russie de Vladimir Poutine, nature à plaire aux Français. Et toujours sur les aspects géopolitiques, le Cameroun s'est bien gardé d'accuser, de critiquer ou de condamner l'opération militaire spéciale que la Russie est en train de mener en Ukraine. Ce que pourtant la France et le bloc occidental attendaient des pays africains qui sont toujours comportés exécuteurs ou exécutants de la volonté impérialiste occidentale. Donc voyez-vous, c'est tous ces aspects-là qu'il faut mettre dans les éléments contextuels qui vont accueillir la visite officielle de Emmanuel Macron à Yaoundé au Cameroun. Et après, il ira au Bénin voir Patrice Talon. Je finis sur un dernier point, le moindre, mais peut-être de mon point de vue, le plus important. C'est-à-dire la mémoire et l'histoire. Le Cameroun et la France ont une histoire. Et ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de désamour. Et on peut même dire une histoire de violence et de viol. La France a violé le Cameroun, qui ne lui appartenait pas.
si je peux m'exprimer ainsi. Cameroun était une colonie allemande. Quand l'Allemagne a perdu les 2 guerres mondiales, le Cameroun est passé sous tutelle de la SDN, puis sous tutelle de l'ONU, et après sous la double tutelle de la France et la Grande-Bretagne. Autant la Grande-Bretagne a été plus souple dans les velléités d'indépendance de l'Union populaire du Cameroun, autant la France a été très violente, très cruelle, très brutale. Elle a tué des milliers de Camerounais et elle ne s'est jamais repentie. Elle a assassiné les meilleurs éléments camerounais des années 50-60, comme Omniobe, comme Ernest Rondier, comme Osende Afana, comme Félix Mounier. Elle les a tués sauvagement et elle ne s'est jamais repentie. Il est temps de demander des comptes à la France. Nous saluons aujourd'hui la mémoire que la France a relevée aujourd'hui en hommage aux victimes juives de la Ralph d'Elviv qui s'est passé sous le régime de Vichy en 1942. Donc il y a quand même une culture de la mémoire des victimes. Reconnaître qu'on a fait du tort à des gens, qu'on a tué des gens, qu'on les a jetés dans l'eau, les a noyés. Il y a cette culture de rendre hommage aux morts et de souhaiter que plus jamais on le fera. Si on le fait pour les Juifs, qui sont des êtres humains à part entière comme les Noirs, et bien aussi le faire pour les Camerounais, qui sont morts, tués par la sauvagerie colonialiste française. Nous attendons les excuses du président français et qui ne disent pas que la colonisation a été une bonne chose pour le continent africain. Nous n'acceptons pas cette lecture, ce récit, ce narratif colonialiste. Macron doit demander pardon pour les crimes que la France a commis au Cameroun. Tous les crimes qui ont été mis, qui ont été réalisés, qui ont été faits contre le peuple camerounais, qui ne demandait qu'une chose, aspirer à la souveraineté, aspirer à l'indépendance et développer des rapports de partenariat gagnant-gagnant avec la France. C'est ce que voulait Ruben Omniobe et rien d'autre. Et la France n'a pas entendu ainsi et elle a massacré les Camerounais. Elle doit demander pardon, elle doit se repentir, elle doit procéder à des réparations. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Si elle ne le fait pas, alors, je termine là, le sentiment anti-français africain, voire anti-français, va gagner du terrain. Car on considère que, en plus de la cruauté des crimes, s'ajoute le mépris, le dédain à l'endroit des victimes et à l'endroit du peuple camerounais. Les nouvelles générations n'accepteront plus cette position de condescendance, de mépris, de dédain, de suffisance et d'arrogance. Donc si Macron veut désormais qu'on le respecte, il serait bien inspiré de lire la lettre ouverte que lui a adressée l'écrivaine Calix Béala, qui, dans une sorte de lettre pamphlet, a assez bien dit à Macron l'état d'esprit des Camerounais au moment où il vient poser ses pieds, au moment où son avion va atterrir sur la terre de Ruben Omniobe, sur la terre de tous ceux qui sont morts parce qu'ils sont opposés au colonialisme, ils sont opposés à l'impérialisme français. Voilà ce qui attend Macron quand il va arriver à Yaoundé. Et en réalité, il faut le dire, il n'est pas le bienvenu. Car la charge qu'on a contre lui, eh bien, elle est non émotionnelle, elle est sentimentale, elle est politique, elle est historique, elle est morale. Et tant qu'il n'a pas réglé ces questions-là, il sera difficile vraiment qu'il soit un président apprécié au Cameroun. Comme aujourd'hui, il faut le dire, les Africains sont en train d'apprécier de plus en plus le président de Russie, Vladimir Poutine. C'est ce que m'inspire mon frère Hubert Etundi. Le voyage que va réaliser le président Macron au Cameroun. Vous restez avec nous, Privan Gomo. Merci pour cette grande expertise et ce narratif très très sérieux. D'ailleurs, je tire la dernière toile de fond avec vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que c'est le plus important, le point le plus important, et Padi Asanga justement a évoqué cela tout à l'heure. Alors Padi Asanga, je vous relance dans cette dimension-là qui est historique, mais qui en réalité porte l'odeur du sang, l'odeur du crime, des massacres et autres. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la nouvelle histoire, ou tout au moins
la route entre la France et le Cameroun peut se faire sans qu'il y ait reconnaissance de cette histoire. Padi a disparu. Alors, on va peut-être rester avec vous, Privan Gomo. Privan Gomo, je reviens à vous parce que Padi n'étant pas là, on va le retrouver certainement. C'est une question de connexion. Comment vous pensez que cette affaire puisse être réelle ou pratique, c'est-à-dire avec l'arrivée de Macron, que cette revendication, d'ailleurs fondamentale, puisse se faire voir, se faire valoir, se faire ressentir? Privan Gomo. Bon, à la vérité, Paul Biya, il faut le dire, est l'héritier politique d'Ahidjo. Il est l'héritier politique d'Ahidjo et le RDPC s'est construit sur la base du parti d'Ahidjo. Lorsque ce dernier a cédé le pouvoir exécutif et le parti au président Paul Biya. Et Ahidjo est celui qui a mené aux côtés des Français une guerre contre l'Union des peuples du Cameroun. Lorsque Mounier est assassiné en 1960 à Genève, c'est Ahidjo qui est déjà le président du Cameroun. Lorsque Osende Afana est assassiné, décapité dans la forêt, en 1965, je pense, c'est toujours Ahidjo qui est président du Cameroun. Lorsque Ernest Ouandjé va subir un faux procès, un simulacre de procès, et sera exécuté en 1971 ou 73, je n'ai pas la date précisément en tête, ce sera toujours sous l'ère d'Ahidjo. Et comme Paul Biya est l'héritier d'Ahidjo, on ne le voit pas en train de poser ce problème fondamental sur la table. Un homme politique qui aurait été de sensibilité UPCiste et qui aurait été président de la République du Cameroun, recevant Emmanuel Macron, aurait été en meilleure position pour exiger cela de la part du président français. Mais Paul Biya, héritier d'Ahidjo, on va dire homme proche de Semengue, Pierre Semengue, qui a fait tant de tort, il faut le dire, à ses congénères, sous ordre des colons, ne peut pas être la personne indiquée pour demander à la France, pour lui demander des comptes. Je ne pense pas. Donc, cette question ne sera pas à l'ordre du jour. Ce sera certainement le fait, peut-être d'hommes politiques d'opposition, ou bien d'intellectuels, comme on l'a vu avec la lettre ouverte de Calix Biala. Ce sera peut-être le fait d'activistes qui considèrent que la mémoire de ces héros, de ces martyrs, doit être absolument relevée. Et on ne doit pas faire passer dans l'oubli des hommes qui ont perdu la vie pour que le Cameroun soit un État libre, souverain et indépendant. Pourtant, de notre point de vue, cette question me paraît fondamentale et plus importante que tous les autres aspects que j'ai soulevés, qui sont des aspects, il faut le dire, conjoncturels. La question de la crise électorale est conjoncturelle, celle des prisonniers politiques également conjoncturelle, celle du port de Douala qui est sous convention de la société italo-suisse MSE est conjoncturelle. Dans quelques années, on n'en parlera plus. Même la sécurité du Cameroun, c'est-à-dire la gestion du terrorisme, l'éradication de Boko Haram et peut-être le règlement du conflit avec la zone anglophone reste conjoncturel. Les accords qui ont été signés également sont conjoncturels. Les accords militaires signés entre la Russie et le Cameroun. Tous ces aspects qui relèvent du contexte actuel sont conjoncturels. Ce qui, de mon point de vue, est structurel et fondamental, c'est la question de la mémoire. C'est la question de l'histoire. Et c'est elle qui va permettre d'envisager de nouveaux rapports plus sains, dégager des scories et des stigmates du passé. Nous ne pouvons pas avoir avec la France des rapports sains, des rapports fraternels, tant que ces questions n'ont pas été réglées fondamentalement. La France a violé
La France a fait du tort. La France a ensanglanté le sol camerounais. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais été prise à partie. Le temps est venu pour elle de rendre des comptes. L'Allemagne nazie, que la France a combattu, a rendu des comptes. Il y a eu un procès du Nuremberg. Et l'Allemagne s'est engagée à rembourser toutes les nations à qui elle a fait du tort en Europe. L'Allemagne a remboursé la Belgique. L'Allemagne a remboursé la Pologne. L'Allemagne a remboursé la France. L'Allemagne a remboursé tous les pays européens qui sont tombés sous son joug de 1939 à 1944. L'Allemagne a remboursé. Elle a même remboursé les Juifs. Et le chancelier Willy Brandt s'est déplacé sur la terre d'Israël pour demander pardon à la nation juive afin d'établir de nouveaux rapports entre les Juifs et les Allemands. Je rappelle que le chancelier Willy Brandt était opposé à Hitler. Il aurait donc pu dire que, écoutez, moi j'étais contre la politique nazie d'Hitler, donc je n'ai pas, moi, aller maintenant demander pardon pour un crime que je n'ai pas commis et que d'ailleurs j'ai combattu. Mais, au nom de l'Allemagne, qui s'était égarée par sa vision nazie, le chancelier qui a pourtant combattu Hitler est parti se prosterner sur la terre d'Israël pour établir de nouveaux rapports entre l'Allemagne et Israël. Mais nous n'attendons pas moins. Nous n'attendons pas moins. Macron a beau dire que quand il est né, la colonisation était derrière lui, eh bien, il est le président de la France et il y a une transmission, il y a une continuité de l'État. Et nous sommes en droit camerounais, car je me sens camerounais par mes origines. Mes ancêtres sont enterrés au Cameroun. Une partie a évolué au Gabon, je fais partie de ceux-là. Mais mes ancêtres sont enterrés au Cameroun. Donc je suis camerounais. Et on doit de revendiquer que la France fasse son Nuremberg, la France fasse la réparation, fasse la repentance. Nous voulons cela sur le plan moral. C'est important pour redémarrer. Malheureusement, je vous le dis, ce n'est pas Paul Biya qui est la personne indiquée pour poser ce problème-là, car il est l'héritier de cette approche qui a permis d'éradiquer l'union des populations du Cameroun. Croyez bien que ça me désole, mais c'est ainsi. Il faudra attendre un jour, et je termine là, il faudra attendre un jour qu'un président de tendance upéciste exige de la France que cette question historique soit mise sur la table afin de démarrer de nouveaux rapports plus fraternels, plus sains, parce qu'on aura soldé le passé. Oui, ce temps arrive et il est plus loin. Voilà ce que je peux donner comme seconde réponse à votre interpellation sur cet aspect de la mémoire, de l'histoire du Cameroun dans son rapport avec la France. Merci à vous, Président Gomo, mais je ne sais pas, comment penseriez-vous qu'il n'y a qu'un président d'obédience, ou tout au moins d'essence de l'Union des populations du Cameroun pour demander cette réparation? Je ne sais pas les ressorts sur lesquels vous appuyez, surtout que le président Paul Biya a reconnu toutes ces figures que vous avez citées comme des héros nationaux. Est-ce que, quelque part, vous ne prenez pas en considération cette portée, peut-être la portée du peuple en lui-même, qui aujourd'hui se retrouve dans ces stigmates ou alors reconnaît ses blessures? Vous avez suivi un pas Diasang un peu plus loin en haut, on le retrouvera peut-être tout à l'heure au cours des prochaines éditions. Est-ce que c'est pas trop dire ou trop considéré pour renvoyer ça spécialement un peu pour une perspective qui ne serait que d'obédience UP6? C'est mon point de vue et j'accepte d'être contesté. J'accepte de ne pas avoir la bonne vérité, la bonne formule véridique. Je l'accepte volontiers, mais c'est mon point de vue. Je rappelle que Paul Biya n'a toujours pas accepté que les restes d'Aïjo reviennent reposer dans son pays. C'est comme le président Paul Biya avait quand même quelques rapports difficiles avec l'histoire de son pays. Car Aïdjo constitue un pan de l'histoire de son pays. Aïdjo, à qui d'ailleurs il a même son pouvoir. Le même Paul Biya pourtant refuse
que le reste, aujourd'hui, pense au Sénégal ou au Maroc, je ne sais pas exactement dans quel pays, le reste de Haïti, la veuve demande, la veuve d'Aïdjo demande qu'on puisse enfin enterrer le reste de son mari sur ça. Paul Biya refuse. Et vous, ça c'est donc un point que je soulève, même si par ailleurs, il a reconnu les figures martyrs de la nation camerounaise. Mais je vous mets au défi, il y aura donc cette réunion entre Macron et Paul Biya, on va mettre sur la table. Si le sujet est mis sur la table, ça veut dire que je me suis trompé et que vous aviez raison. Mais si le sujet n'est pas mis sur la table, ça veut dire peut-être qu'il faut attendre un jour un autre opposant qui aurait, je veux dire, une sensibilité UPCiste. Je ne dis pas qu'il soit forcément issu du parti UPCiste rénové, non. Mais qui a la sensibilité de reconnaître que l'UPC s'est battu pour l'indépendance réelle du Cameroun et qu'il a été totalement détruit par la puissance française. Et ce Camerounais qui aura cette sensibilité historique, je pense qu'il sera qualifié pour poser le problème sur la table afin de solder les comptes avec la France, solder le passé. Mais tant que cette sensibilité n'existe pas, je doute que cette question, pourtant importante et fondamentale, soit posée sur la table. C'est ce que je suis simplement en train de dire. Et je vous laisse maintenant apprécier cet aspect des restes d'Aïdjo, qui ne sont toujours pas sur la terre du Cameroun, alors que ce sont dauphins, aujourd'hui, comme le président. Je laisse vous apprécier ce qui se dira entre Macron et Paul Biya lors de leur rencontre du 25 et du 26. Si la question morale, la question mémorielle sera sur la table, je vous donne la position. On attend de voir que nous verrons la semaine prochaine les échanges entre ces deux présidents. Alors dites-moi, vous avez dit un peu plus il y a quelques instants que les restes de vos ancêtres sont au Cameroun, donc certainement vous êtes Camerounais. Mais alors aujourd'hui, tel que vous avez peint la situation, est-ce que pour vous, il y avait une nécessité de cette visite d'Emmanuel Macron au Cameroun? Quand vous regardez la délégation, eh bien, elle vous en dit déjà un peu sur les objectifs qui sont suivis et sur le contenu de certains dossiers qui seront traités. Vous avez la ministre Colonna des Affaires étrangères et de l'Europe. Ça nous renvoie déjà à la question de l'Ukraine, de la Russie. Vous avez Alexis Kohler, qui est le secrétaire général et, dit-on, le vice-président de la France. Et je vous ai dit qu'Alexis Kohler comptait avec les responsables du groupe MSC, la société italo-suisse qui a l'intention de récupérer à son compte la gestion du port de Douala. Il y a Franck Paris. Le maître africain de l'Élysée. Est-ce que l'on va parler de succession? Est-ce qu'on va parler de l'après Paul Biya? Est-ce que c'est abordé discrètement, directement ou indirectement? Le directeur Afrique, je crois M. Bigot, si je me trompe, qui fait partie de la délégation. Un regard sur le précaré français, l'entrée de plus en plus fracassante et puissante de la Russie. Et le Cameroun n'est pas un petit pays en Afrique centrale. Il est même, de notre point de vue, le moteur, celui qui peut porter une véritable dynamique panafricaniste qui forcément s'opposera à la réalité france-africaine. Et on le voit déjà, puisque le Cameroun héberge sur sa terre des radios panafricanistes qui pourfendent la politique française en Afrique. Donc, le choix du Cameroun n'est pas un choix fortuit, c'est un choix bien calculé. Macron ne vient pas au Gabon, qui est sur le plan régional un pays sans envergure en réalité. C'est Omar Bongo qui avait de l'épaisseur et donné l'impression que le Gabon pouvait jouer un rôle diplomatique très important dans la sous-région. Mais depuis que ce dernier a disparu, on voit bien que le Gabon est revenu à sa véritable position d'un petit territoire d'environ 2 millions d'habitants.
Voilà, sans grande influence diplomatique. Le Tchad aujourd'hui est dans une situation relativement compliquée, puisque Macron s'est déjà lui-même corrompu, s'est compromis en partant sur une dictature. Il ne va pas forcer le trait. Le Centrafrique, avec le président Touadéra, qui échappe désormais à l'emprise france-africaine, ne peut pas être le lieu où Macron mettrait les pieds. Et quant au Congo-Brazzaville, bon, ce n'est peut-être pas aujourd'hui le lieu qui arrangerait M. Macron s'il a une vision stratégique pour essayer de comprendre la meilleure manière pour garder ce PKR dans son giron. Ce n'est peut-être pas au Congo-Brazzaville qu'il faut aller. Il faut aller, en réalité, au Cameroun. Donc, quand vous avez écarté les intérêts géostratégiques que peuvent représenter les différents pays d'Afrique centrale, vous comprenez que le Cameroun a été choisi car un pays pilier central de l'Afrique centrale, c'est-à-dire de l'ancienne Afrique équatoriale française. Est-ce que les questions que j'ai relevées seront abordées? Oui. En fait, la France, qui est en train de perdre son influence dans ce précaré. La France est en train de perdre son influence dans le précaré. On le voit avec le départ du Centrafrique, désormais dans le giron russe. On le voit avec le gars qui essaye de trouver ses marques dans le milieu anglophone en adhérant au Congo. Et vous savez que le Congo a toujours eu une position assez marxiste, donc très proche véritablement du néo-capitalisme que défend Emmanuel Macron. Quand la crise là, ce coup d'État, où Macron a compris qu'il a fait une erreur, il faut surtout pas qu'il force le trait. Donc, c'est le cas qui, de mon point de vue, le pays d'Afrique centrale qui devait, Emmanuel Macron, si ce dernier veut encore préserver ses intérêts à l'Afrique centrale. C'est le Cameroun qui était le plus indiqué. D'autant que le président Paul Biya, dans la zone francophone, en excluant le président Bingram Bazor, qui lui relève plutôt du giron, même si le terme est impropre, mais il relève d'une autre sphère d'influence. Le président Paul Biya est désormais le président le plus ancien, le plus expérimenté, celui qui a de la bouteille, et qui pourrait peut-être apporter des informations importantes au jeune président Emmanuel Macron. Donc, autant le pays, Cameroun, par sa position stratégique en Afrique centrale, l'évident, Paul Biya, par son âge, par son expérience et par la multitude de chefs d'État français qu'il a eu à fréquenter, autant tous ces éléments-là orientent le choix du Cameroun pour une première visite officielle en Afrique du candidat Macron qui a été réélu, du moins le président sortant qui a été réélu. Je termine en donnant maintenant un regard en rapport avec la situation politique en France. Oui, vous l'avez dit dans la première question, et c'est vrai que je n'ai pas voulu développer cet aspect car j'avais dit beaucoup de choses sur le contexte et sur les raisons qui peuvent expliquer pourquoi vient le Cameroun. Le président Macron est en difficulté politique dans son pays. C'est un homme qui, psychologiquement, a été habitué à gouverner de manière jupitérienne, c'est-à-dire qui décide seul. Il a été élu par le peuple français en 2017 sur la base de son programme de jeunesse. Il a eu la majorité au Parlement, près de 300 et quelques députés, et donc il a gouverné ses comptes de la vie de la classe politique, notamment celle d'opposition. Et au bout de 5 ans, le bilan est plutôt mauvais. Il n'a eu sa réélection que parce que les médias se sont employés à rechercher le duel Macron-Le Pen, comme en 2017. Et donc c'était un vote pour empêcher l'extrême droite d'arriver à l'Élysée et non pas un vote d'adhésion au projet de Macron ou à son bilan.
Donc Macron a été élu, ce qui n'est pas le cas en 2017. Ensuite, les Français, ayant écarté des lycées, n'ont pas voulu donner à Emmanuel Macron tous les pouvoirs comme il les a eus en 2017. Ils ont donc décidé que Macron aurait une majorité relative afin qu'il puisse composer avec les autres de France, notamment l'Assemblée nationale, la NUPES, les Républicains et divers droites et divers gauches. Et ainsi, ce qui est particulièrement difficile pour un homme qui a tendance à imposer ses oukases, à dicter la loi, à imposer ses dictats. Sa jeunesse, c'est son tempérament, son impétuosité qui le porte à agir ainsi. Et donc, il n'est pas habitué à discuter, il n'est pas habitué à négocier. Est-ce que Paul Biya peut lui être d'une certaine utilité pour voir dans quelle mesure il pourrait s'en sortir? S'il a assez d'humilité, il pourrait écouter ce vieux sage africain. Il pourrait prodiguer des conseils, comme d'ailleurs Bongo, parfois, donne des conseils à quelques jeunes présidents français, comme Nicolas Sarkozy, par exemple, ou comme Jacques Chirac. Mais, connaissant plus ou moins le personnage de Macron, très fier, très imbu, très prétentieux, je doute qu'il profite de la sagesse et de l'expérience du Onomongui, comme on l'appelle au Cameroun, pour essayer de trouver les voies et moyens qui lui permettraient d'être plus démocrate avec sa classe politique. Je doute. Et je pense, comme d'habitude, il va vouloir jouer de l'argumentaire intellectuel dans lequel il est très fort, passer ses idées. Nous, en Afrique, nous avons un autre registre de compréhension des choses. Je doute donc vraiment que cette visite officielle que Macron a commandée et que Paul Biya a bien voulu accepter, je doute que cette visite officielle puisse être un véritable succès, au sens où tous ces différents points que la France voudra aborder avec le président camerounais soient des satisfaits, que l'influence française va à nouveau revenir, que le sentiment anti-français va baisser, que le port de Douala va revenir à MST, que finalement Biya va revenir également sur ses accords avec la Russie. Je doute que tous ces points-là soient traités à l'avantage de la France. J'en doute. Donc voilà ce que je pourrais à nouveau renchérir quant à la question que vous avez posée sur ce rapport que Macron pourrait avoir de positif dans les entretiens qu'il aura avec le président Paul Biya lors de sa prochaine visite officielle du 25 au 26 juillet. Et sur ce doute que j'espère méthodique, parce qu'il a toutes les odeurs de la méthode, on va mettre la clé sur l'opération de cette édition, très fournie, avec tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, ça se voit que vous avez l'âme camerounaise, vos grands-parents s'y trouvent. Et vous venez de dire que le Nomgui du Cameroun, en réalité, Emmanuel Macron devrait plutôt se fondre en chercheur de conseil, puisque Ali Bongo, Omar Bongo l'a souvent fait avec des présidents français. Paul Biya n'en est donc pas loin au regard de la charge, du poids, de l'expérience, de la sagesse et même de ce flegme politique, géopolitique et même diplomatique qu'il a eu, et surtout les enjeux que vous venez de poser sur la table, cette question du port de Douala, port autonome de Douala, qui a justement donné des tournis à Assur, Bolloré et compagnie. De toutes les manières, c'est des questions qui intéressent grandement et immensement tous les Camerounais. Et donc, les erreurs ne sauraient plus être possibles au risque de voir le pouvoir porter le peuple camerounais à travers sur le dos, car pour le port de Douala, pour la majorité des Camerounais, il est hors de question que Bolloré réinstalle sa prédation. Sinon, ces acquis ont été donnés à quelqu'un, il va falloir que ça se passe dans les bonnes normes, surtout que l'on sait que c'est la régie créée par le décret du président de la République, ce président que vous nommez Paul Biya, qui réorganise ou reformule l'organisation du port après la concession de Vincent Bolloré
vers 2019-2020, et que cette régie-là produit pratiquement plus qu'on ne peut pas parler du double, qu'on a vu les chiffres aller à la hausse, ce que Bolloré donnait, je m'amuse à dire qu'il donnait 4 millions à l'État du Cameroun, dans certaines choses, et que la RTC produit pratiquement la cinquantaine, la soixantaine de milliards. Je parlais de milliards tout à l'heure, 4, soit cinquantaine, la soixantaine de milliards par an, et qu'il serait très dangereux de refondre ou alors de replonger ce port dans cette prédation qui a été mise au goût du jour et qui a été mise à nu. Merci à toi, Privat Ngoro, depuis Libreville. Merci à Padi Asanga, des problèmes de connexion depuis Hambourg. Merci aussi à l'annonce au chairman John Fundi, car j'annonce cette interview très exclusive où le chairman John Fundi est clair. Pour lui, il n'est pas question au Cameroun de s'aimer la zizanie, le désordre et la corde. Il est un homme de paix, et que tout au Cameroun doit se faire sous ce registre de la paix avec le peuple, la paix avec les dirigeants certainement. Dans les jours qui arrivent, on va vous proposer cette interview sur Canal Aoussa et Média d'Afrique TV en exclusivité. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Canal Hausa TV, tasha ce da take nishaɗantar da masu kallonta.